Mes chers collègues, un petit point en préalable, puisque la Commission des affaires économiques est saisie d'une proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée et qui vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Cette proposition de loi sera examinée en séance publique le lundi 15 mai et délègue certains articles, notamment les articles 20, 20 bis, 35, 36 et 37, à la Commission des finances. Il s'agit de dispositions fiscales ou relatives à l'octroi d'aides publiques ou aux comptes d'investissement forestier et d'assurance. Il convient donc que nous nommions un rapporteur pour examiner ces articles délégués à notre Commission des finances. Je suis saisie de la candidature de Madame Sophie Mette. S'il n'y a pas d'opposition à cette candidature, il en est ainsi décidé. Je ne vois pas de réaction, donc je considère cette candidature acceptée. Nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Monsieur Pierre Moscovici en sa double qualité de premier président de la Cour des comptes et de président du Haut Conseil des finances publiques, ainsi que l'ensemble des personnes qui l'accompagnent. Tout d'abord, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur l'exécution du budget de l'État pour 2022, ainsi que sa certification des comptes de l'État pour 2022 qui permettent d'éclairer le Parlement lors de l'analyse du projet de loi de règlement. Par ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis sur le projet de loi de règlement du budget 2022, ainsi qu'un avis sur le projet de loi de règlement du budget 2021, dans la mesure où le gouvernement a également déposé à nouveau un tel projet après le rejet à l'été dernier du premier projet de loi de règlement pour 2021. C'est donc sur l'ensemble de ces documents qui viennent éclairer notre analyse des projets de loi de règlement que nous vous écoutons, Monsieur le Premier Président. Et donc, tout de suite, je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général. Mesdames, Messieurs les députés, je me réjouis de vous retrouver pour vous présenter les rapports sur l'exécution du budget de l'État, la certification des comptes de l'État pour 2022 qui ont été joints au projet de loi de règlement, ainsi que l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur la loi de règlement. La publication de ces rapports est un moment très important pour la Cour des comptes, pour ses magistrats, que je sais, comme moi, particulièrement attachés à notre mission d'assistance au Parlement dans le contrôle de l'exécution budgétaire. Je souhaite en saluer l'ensemble des artisans. Il y a une très grosse équipe là. Madame Camby, présidente de la première chambre, et pour le rapport sur le budget d'État, Monsieur Vareille, rapporteur général, sous la supervision de Monsieur Gianesini, contre-rapporteur. Pour la certification des comptes, M. Denis Soubeyran, rapporteur général, sous la supervision de M. Viola, contre-rapporteur, ainsi que les équipes nombreuses qui ont travaillé à leur côté. Je ne peux pas d'ailleurs citer tous ceux qui ont concouru à la qualité de ces réalisations percutantes et utiles, puisque le rapport sur le budget de l'État, notamment, est accompagné de la publication de 64 notes d'exécution budgétaire. Ça, c'est un des grands plaisirs des magistrats de la Cour que de les réaliser, je sais. Mais ils ont tous ma gratitude, et j'espère la vôtre. Je remercie également Éric Dubois, le rapporteur général du Haut Conseil des finances publiques et ses équipes, ainsi que les membres du Haut Conseil qui ont passé pas mal de temps, en vérité, à délivrer leurs avis. Si la publication de ces rapports est récurrente, elle porte cette année une résonance forte, avec un constat peut-être plus inquiétant, une alerte plus urgente. En effet, de crise en crise, et plus d'un an après le retour de la guerre en Europe, la situation économique est toujours caractérisée par une inflation forte, plus résistante que nous l'attendions, et par des perspectives de croissance amoindries. L'année 2022 était marquée par une nouvelle augmentation des dépenses de l'État, qui s'explique par la crise énergétique, par l'inflation, mais aussi, il faut le dire, par l'augmentation de la dépense dite ordinaire de l'État et celle très marquée de la charge d'intérêt de la dette, ce qui me conduit déjà à redire à quel point le désendettement maîtrisé de la France est un impératif catégorique pour nous tous. Et si l'année 2022 se caractérise également par une croissance exceptionnelle des recettes, celles-ci ont été principalement affectées au financement de nouvelles dépenses plus qu'au désendettement. Le déficit du budget de l'État se maintient en conséquence à un niveau élevé
en 2022. Outre cet effet de cliquet, l'analyse de l'année 2022 met en évidence plusieurs risques budgétaires pour l'avenir. Face à ce constat général que je vais présenter plus en détail, la Cour a à cœur de rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une vigie solide, indépendante, impartiale. Et si elle prend acte d'une forte augmentation des dépenses de l'État, elle appelle aussi à la plus grande vigilance sur la qualité de ces dépenses et sur le niveau de l'endettement. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les députés, tout endettement supplémentaire réduit d'autant nos marges de manœuvre pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans la préservation de l'environnement, dans l'ensemble des domaines couverts par les lois de programmation sectorielles, qu'il s'agisse de la dépense militaire, de la sécurité intérieure, de la recherche, de l'innovation, peut-être demain de l'agriculture, de la justice. Et comme premier président de la Cour des comptes, je considère que notre institution a pour rôle de proposer des solutions pour garantir une meilleure qualité de la dépense, mais aussi le financement des dépenses nécessaires et efficaces pour l'avenir. Dans la perspective du printemps de l'évaluation, moment important du contrôle parlementaire préalable à l'élaboration d'une nouvelle loi de finances pour 2024, la Cour a décidé de contribuer à sa place, en toute indépendance, à l'exercice de revue des dépenses initié par le gouvernement, en mettant l'accent sur la qualité de celle-ci, sur son utilité, sa valeur ajoutée, son efficacité, son coût, sa cohérence avec les autres outils de l'action publique. Je rappelle aussi devant vous que la Cour est à votre disposition pour vous épauler dans votre mission de contrôle du gouvernement. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, l'analyse de l'exécution budgétaire est essentielle pour tirer collectivement les conclusions de l'action publique et pour améliorer la gestion publique. Il en va de notre responsabilité collective devant les citoyens et devant les générations futures. De ce rapport sur l'exécution du budget de l'État, le RBDE 2022, je retiens 4 idées fortes. En premier lieu, il fait apparaître le maintien d'un niveau élevé de déficit qui pèse sur le volume de la dette, alors même que l'inflation a augmenté le coût. En second lieu, il fait apparaître le dynamisme exceptionnel, encore une fois cette année, des recettes de l'État, qui, en raison d'une forte progression des dépenses, n'a pas contribué pour autant de manière équivalente à la réduction du déficit. En troisième lieu, le rapport formule des recommandations pour améliorer la lisibilité du budget et renforcer la portée de l'autorisation parlementaire. Enfin, je veux attirer votre attention sur les risques qu'identifie le rapport pour l'avenir, notamment le poids grandissant des lois de programmation prévoyant des crédits supplémentaires pour certaines politiques publiques et l'impact attendu de la hausse des taux d'intérêt sur la charge de la dette. Le premier message du rapport, il ne vous surprendra pas, c'est celui d'un déficit toujours élevé, d'une progression continue de l'endettement et d'une forte hausse de la charge de la dette. En 2022, le déficit du budget de l'État s'est établi à 151,4 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à 2021, où il avait atteint plus de 170 milliards d'euros. Malgré cette baisse, il se maintient à des niveaux très élevés par rapport aux années antérieures. À titre de comparaison, il était de 92,7 milliards d'euros en 2019. Le Haut Conseil, la Cour des comptes, et en tant que président du Conseil aussi, je voudrais élargir le champ, rappeler que le solde des comptes publics, c'est-à-dire non seulement de l'État, mais aussi de ses opérateurs, des administrations de sécurité sociale, des collectivités territoriales, des opérateurs, représente encore un déficit de 4,5 points de PIB en 2022. C'était 6,5 l'année précédente. Quant au solde structurel, c'est celui qui se déduit du solde effectif en neutralisant les effets de la conjoncture, ainsi que les mesures ponctuelles et temporaires. Il s'élève à 3,4 points de PIB. De PIB potentiel, même s'il s'est nettement réduit par rapport à 2021, où il atteignait 4,4 points de PIB potentiel, notamment du fait de la croissance des prélèvements obligatoires beaucoup plus rapide que celle de l'activité, une nette réduction de ce déficit structurel est encore indispensable pour réduire l'exposition de la France à un risque d'insoutenabilité de la dette. En effet, l'évaluation du déficit structurel présentée par le gouvernement pour 2022 est supérieure de 2,6 points à la prévision qui avait été retenue dans la loi de programmation des finances publiques 2018 et 2022. Alors évidemment, des événements extraordinaires sont survenus, mais cet écart est très nettement supérieur à 0,5 points de PIB, ce qui justifierait le déclenchement du mécanisme de correction si la clause de circonstances exceptionnelles ne s'appliquait pas. Je rappelle que la Commission européenne a d'ores et déjà proposé de lever au 1er janvier 2024 la clause dérogatoire générale au cadre budgétaire européen. Le Haut Conseil invite par conséquent dans son avis le gouvernement à préciser rapidement les conditions de levée de la clause exceptionnelle, de circonstances exceptionnelles, ainsi que son calendrier.
L'institution d'un mécanisme de correction opérationnelle par rapport à la trajectoire est un élément important de la crédibilité d'une politique de finances publiques, mais ça suppose, et je le redis à nouveau, j'ai le sentiment de me répéter, mais j'insiste beaucoup sur ce point, qu'une nouvelle loi de programmation soit adoptée. Son absence ferait vraiment peser un risque juridique, cette fois-ci très sérieux, sur la loi de règlement 2023. 2022, ça passe, puisqu'on a encore une référence antérieure. En 2023, je ne sais pas comment on fait, très franchement. On n'a plus de point de repère. J'insiste donc sur la nécessité de disposer d'une telle loi de programmation de finances publiques, notamment dans la perspective des futures lois de règlement. Je n'ose imaginer ce que j'aurai à vous dire si je reviens dans un an dans une sorte de no man's land juridique. En conséquence du niveau élevé de son déficit, la dette à moyen et long terme de l'État a continué sa progression. Le volume de dette a augmenté de 24% en 3 ans, passant de 1823 milliards d'euros fin 2019 à 2278 milliards fin 2022. Le besoin de financement demeure élevé, 280 milliards d'euros en 2022 contre 285 en 2021. Il est supérieur de 60 milliards à celui de 2019. Dans un contexte où, à cet endettement élevé, s'ajoute une forte inflation et une augmentation significative des taux d'intérêt, la charge de la dette constitue un point d'attention essentiel pour chacun d'entre nous. Une première augmentation de la charge de la dette avait été observée en 2021, mais elle s'était limitée à 2 milliards d'euros. 2022 marque une rupture très nette, puisque la charge de la dette a progressé de 13,2 milliards d'euros pour atteindre 50,7 milliards d'euros en 2022. C'est une augmentation annuelle de 35%, qui n'avait d'ailleurs pas été anticipée par la LFI 2022, qui prévoyait une charge de 38,7 milliards d'euros. L'inflation est intervenue là-dessus, et c'est elle qui pèse beaucoup, notamment sur les obligations qui sont indexées sur elle, bien sûr. Mais enfin, le gap est là, hein, c'est près de 12 milliards d'euros. Le principal facteur de hausse n'est cependant pas à ce stade, je le disais, la hausse des taux, dont les effets ne se font pas encore sentir sur le stock de dette, mais c'est bien l'inflation qui s'est traduite par cette augmentation de 11,9 milliards de la provision pour charge d'indexation des titres indexés sur l'inflation. Mais si on peut redouter une poursuite de l'inflation à un niveau plus élevé qu'attendu, plus l'impact des taux d'intérêt sur le stock de dette, on voit que l'évolution en cours n'est pas forcément prête de s'interrompre. Et là, le service de la dette est redevenu le deuxième poste budgétaire de l'État. Or, on sait que c'est la dépense publique la plus stupide, la plus inutile, la plus improductive qui soit. Afin de limiter l'accroissement de la charge de la dette dans le contexte de reprise de l'inflation, la Cour recommande d'actualiser rapidement la doctrine sur les conditions des émissions de titres indexés. La hausse des taux, si elle devait être durable, pourrait exercer à long terme une pression bien supérieure à celle de l'inflation sur la charge de la dette et donc sur nos marges de manœuvre budgétaire. L'impact de la remontée des taux sera appelé à peser davantage à partir de l'exercice 2023. Ça s'amplifiera à mesure que se renouvelle le stock de titres de dette. Un ordre de grandeur à l'appui, l'agence France Trésor estime qu'une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt renchérit la charge d'intérêt de 2,5 milliards d'euros la première année, 6,1 la deuxième année, 29,5 milliards d'euros à l'horizon de 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même un impact tout à fait considérable qui limiterait drastiquement les marges de manœuvre, et on doit tous être conscients de cela. Le second message du rapport que je souhaite souligner est celui du dynamisme des recettes, qui, en raison d'une forte progression des dépenses, n'a pas permis de réduire le déficit. D'une part, le dynamisme des recettes a été certain en 2022. 2021 a été une année déjà exceptionnelle. Les recettes du budget général ont progressé de 32,3 milliards d'euros en 2022. Cette progression s'explique par la forte augmentation spontanée des recettes fiscales, qui ont cru de 27,5 milliards d'euros pour atteindre 323 milliards d'euros. C'est tout simplement le niveau le plus historique, le niveau record historique des recettes dans notre pays. Cette croissance a notamment été tirée par la hausse du rendement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Elle est d'autant plus notable que le rendement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, a lui baissé de 4,9 milliards d'euros dans le cadre de la mise en place du bouclier tarifaire, et qu'un transfert supplémentaire de TVA de 3,6 milliards d'euros a été opéré, vous le savez, au bénéfice de l'audiovisuel public pour compenser la suppression de la contribution qui lui était affectée
redevance. Comme lors des 2 exercices précédents, le rapport fait apparaître un enjeu d'amélioration des prévisions fiscales, de meilleure information sur les facteurs d'évolution des recettes dans les documents budgétaires. L'écart positif des recettes observé entre l'exécution et la dernière estimation de la loi de finances rectificative de fin d'année est en effet substantiel, 7,5 milliards d'euros. Alors bon, c'est ce qu'on appelle des windfall gains, ce sont des gains en l'occurrence, mais je pense que le Parlement peut légitimement demander à être mieux éclairé sur ces perspectives. La Cour recommande à cet égard de fournir de manière précise dans les documents budgétaires, à l'occasion des lois de finances rectificatives, les éléments qui justifient pour chacun des grands impôts les nouvelles estimations de recettes fiscales et l'origine des écarts avec les prévisions en loi de finances initiale. D'autre part, l'année 2022 a été marquée par une nouvelle augmentation des dépenses de l'État, malgré le net reflux des dépenses d'urgence sanitaire et de relance, comme je l'ai annoncé en début d'année. La Cour fait le constat que la France n'est pas sortie du quoi qu'il en coûte. En tout cas, si elle est sortie du quoi qu'il en coûte, parce qu'il y a eu davantage de ciblage, mais elle n'est pas sortie, ça coûte très cher. Et ça crée une situation anormale de dépendance à la dépense. J'attire votre attention sur le fait que les dépenses du budget général ont augmenté de 33% entre 2019 et 2022. L'année 2022 s'est caractérisée au plan économique par un choc inflationniste, par les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont conduit le gouvernement à adapter en cours d'année la programmation budgétaire de la loi de finances initiale. Malgré la baisse de 47,3 milliards d'euros des dépenses d'urgence sanitaire et de relance, les dépenses du budget général de l'État ont progressé de 19 milliards d'euros en 2022. Hors urgence et relance, l'augmentation est donc, mesdames et messieurs les députés, de 66,3 milliards d'euros, dont 12 milliards d'euros pour les mesures énergie et inflation, 10,5 de dotation en vue de la renationalisation intégrale d'EDF, 13,2 de charges d'intérêt de la dette. Les autres dépenses augmentent de 31 milliards d'euros par rapport à 2021, sans que des circonstances exceptionnelles puissent l'expliquer. Cette explication ne peut donc trouver, plutôt cette augmentation ne tombe son explication que dans l'augmentation de la dépense, j'allais dire, ordinaire de l'État. C'est pourquoi, en effet, le débat sur le quoi qu'il en coûte est quand même assez théorique. Je cherche le bon mot. Je vais m'en tenir à l'augmentation très importante de la dépense. Sur les dépenses, permettez-moi de m'arrêter une seconde sur la hausse des dépenses de personnel, malgré une baisse notable des effectifs. Piste de réponse à un enjeu réel d'attractivité de la fonction publique dans un contexte de tension sur le marché du travail. Les effectifs de l'État diminuent en 2022, 5 765 ETP, plus qu'en 2021, 3 750 ETP, alors que la LFI 2022 prévoyait 850 créations de postes. Ça se concentre surtout sur le ministère de l'Éducation, de l'Économie, des Armées, de la transition écologique. C'est probablement dû aussi à des difficultés de recrutement, au concours pour ces différents postes. Et en dépit de cette situation, les dépenses de personnel atteignent 138,8 milliards d'euros, donc 94,5 milliards d'euros de rémunération, 44,4 de contributions casse pension. L'augmentation des seules rémunérations atteint donc 3,7%, sous l'effet de mesures générales, la revalorisation du plan d'indice et catégorielle. Enfin, le coût des dépenses fiscales, qui nous interpelle tous depuis longtemps, connaît une augmentation de 4,6 milliards d'euros en 2022, pour atteindre un coût total de 94,2 milliards d'euros, principalement sous l'effet de la forte hausse du coût des régimes de taxation forfaitaire au tonnage des entreprises de transport maritime. La maîtrise des dépenses fiscales constitue donc un élément essentiel du pilotage budgétaire. À ce titre, la Cour constate à nouveau le caractère inopérant des mécanismes destinés à stabiliser le nombre. Il y a quand même 465 mesures en PLF 2023 et le coût de ces dépenses fiscales, la non-réalisation du programme d'évaluation de leur efficacité qui était prévu en LFI 2020, seules 3 d'entre elles y ont été menées à bien en 3 ans. Et donc, quand on parle revue de dépenses publiques, il est évident qu'on ne peut pas faire l'économie de cet examen-là et qu'il faut accélérer très fortement là-dessus. Troisième message, je souhaite attirer votre attention sur 2 sujets relatifs au contenu de la loi de finances, 2 messages qui me paraissent essentiels au regard de l'importance et de la portée de l'autorisation parlementaire en loi de finances dans notre démocratie. D'une part, le rapport met en lumière la poursuite du cycle de sous-consommation et de report des crédits. Ce cycle, initié en 2020, poursuivi en 2021,
porte une atteinte tout à fait dommageable au principe d'annualité et de spécialité budgétaire. Dans le contexte de la crise sanitaire puis énergétique, le gouvernement a inscrit en loi de finances initiale et rectificative des enveloppes de crédit larges allant au-delà des besoins prévisibles. Cette situation a conduit à une sous-consommation de crédit de 24,6 milliards d'euros en 2022, comme en 2021, après 37,5 milliards d'euros en 2020. Au lieu d'être annulés, ces crédits ont été en grande partie reportés sur l'exercice suivant. Les reports ont atteint 36,7 milliards d'euros en 2020, 23,2 en 2021. Ils s'élèvent encore à 18,7 en 2022. Ce sont des niveaux très supérieurs à ce qui était constaté auparavant. Ces pratiques sont de nature à affaiblir la portée de l'autorisation parlementaire, à réduire la lisibilité des lois de finances, qu'elles portent d'abord atteinte au principe d'annualité du budget, et d'autre part, des interrogations existent sur le respect du principe de spécialité budgétaire, dans la mesure où les redéploiements massifs permis par les reports, enveloppe globale, décret d'avance précités, sont susceptibles de bénéficier à d'autres politiques publiques que celles qui avaient justifié leur autorisation initiale. Et il y a plusieurs enjeux là qui sont fondamentaux. Il y a celui de la qualité de la dépense, mais aussi celui de la transparence de la dépense, et il y a celui de l'acceptabilité de la dépense. La Cour recommande, permettez de le dire fortement, de n'ouvrir en loi de finances initiale et rectificative que les crédits nécessaires à l'exercice en cours. Pardon de telle lapalissade, d'un tel truisme, mais ce serait la logique quand même. Elle recommande également de limiter strictement les reports de crédit sur l'exercice suivant. Le rapport recommande enfin d'apurer les autorisations d'engagement affectées à des opérations d'investissement devenues sans objet. D'autre part, le rapport fait un retour, que j'espère intéressant pour vous, sur la notion de budget vert. Depuis 2020, le gouvernement publie une annexe au projet de loi de finances portant sur l'impact environnemental du budget de l'État, dont une partie est communément appelée budget vert et qui revient à une démarche de cotation. Cet exercice est une avancée importante, que je salue évidemment. Pour autant, la Cour estime que le budget vert connaît plusieurs limites et doit encore progresser. Sa principale faiblesse a trait à ses résultats modestes en matière de cotation. 10% des dépenses seulement sont cotées favorables ou défavorables, les autres sont dites neutres ou ne sont pas cotées. De plus, la démarche ne permet pas, à l'heure actuelle, de rapprocher la cotation des crédits inscrits en PLF de leur exécution, ce qui en affaiblit la portée. La Cour publiera prochainement un travail plus complet et approfondi sur le budget vert, avec des recommandations internationales. Dernier point, le rapport identifie de nouveau la complexification croissante des relations entre l'État et les autres administrations publiques à la faveur de la crise sanitaire. Le montant total transféré par l'État aux collectivités a atteint 143,1 milliards d'euros en 2022, plus 2,4%, après plus de 22% en 2021, notamment sous l'effet de nouvelles affectations de fractions de TVA, en compensation des réformes fiscales récentes, suppression de la TH, la baisse des impôts de production. Comme la Cour l'a rappelé dans son rapport public annuel 2023, le financement prépondérant des collectivités par la voie d'affectation d'impôts et de prélèvements sur recettes, 93,4% du total en 2022, offre à ces collectivités des ressources dynamiques, notamment la TVA, mais limite les possibilités de régulation budgétaire. De même, constatons que la TVA devient une ressource déterminante de la protection sociale, laquelle n'est plus financée par des cotisations que pour la moitié de ses recettes. La TVA représente ainsi 60% des 95 milliards d'euros et taxes affectées à la protection sociale. Par ailleurs, le budget général de l'État finance également des prestations sociales versées par les CAF pour un montant de 41,9 milliards d'euros en 2022, soit plus 22% depuis 2018. Sur la TVA, je renvoie utilement au rapport du CPO que j'ai également présenté devant votre commission. Enfin, j'en termine, de cette présentation un peu longue, chiffrée, détaillée, mais le rapport est chiffré, détaillé, c'est notre rôle. Je souhaite attirer votre attention sur les risques pesant sur la trajectoire budgétaire à venir de notre pays. L'analyse de l'exécution du budget de 2022 met en lumière 3 grands risques susceptibles d'affecter la soutenabilité des finances publiques au cours du prochain exercice. Premièrement, le montant des reports de crédit reste important en 2023 et l'exécution du budget 2022 se traduit par des restes à payer d'un montant très significatif. Les reports de crédit non consommés de 2022 sur le 2023 s'élèvent à 8,3 milliards d'euros hors fonds de concours et attribution de produits, contre une moyenne d'1 à 2 milliards sur la décennie précédente. En particulier, 5,2 milliards de crédits non consommés sur la mission économie ont été reportés en lien avec la sous-consommation forte sur
ladite mission. Ces reports concernent 40 programmes contre une moyenne de 24 entre 2015 et 2020. Or, ce nombre important d'exemptions ne peut plus se justifier, comme les 2 années passées, par l'incertitude découlant de la crise sanitaire. Les restes à payer atteignent par ailleurs 214 milliards d'euros fin 2022, contre 178 milliards d'euros à la fin de l'exercice précédent, ce qui est en partie imputable à la consommation d'autorisations d'engagement au titre du plan France 2030, qui a atteint 26,6 milliards d'euros. Deuxièmement, les lois de programmation sectorielle, désormais au nombre de 5, rigidifient assez fortement la dépense. Je n'ose pas dire drastiquement, mais je le pense. Elle représente 20% du budget en 2023. Je vous renvoie plus spécifiquement à l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur la loi de programmation militaire, que je vous ai déjà présenté, qui pose très clairement cette limite. C'est-à-dire que si vous avez des lois de programmation qui plus est expansives, je ne discute ni leur nombre, ni ce choix, ni leur caractère expansif, mais si vous vous situez quand même dans un cadre budgétaire donné, même sans loi de programmation de finances publiques, ça veut dire que l'effort à faire de maîtrise de la dépense est de facto transféré sur tout le reste qui n'est pas programmé. Et donc la baisse en volume, nous l'avons évalué à 1,4% pour toutes les dépenses non programmées. Ça commence à être du costaud, puisqu'on n'est qu'à 0,3 dans une période récente. Et donc c'est une contrainte dont il faut être conscient, car à ce moment-là, le choix, c'est soit de pratiquer un très fort coup de frein sur les autres dépenses, soit de ne pas respecter les dépenses programmées, ce qui n'est pas très correct, soit de laisser filer encore davantage le déficit et la dette, ce qui est pas possible, me semble-t-il. Si le développement d'instruments permettant une vision pluriannuelle des dépenses constitue une démarche utile, il devrait avoir pour corollaire des outils de suivi d'évaluation, afin de s'assurer que les enveloppes prévues sont conformes aux besoins, produisent les résultats attendus, ne se font pas au détriment d'autres dépenses utiles. Bref, c'est une question de priorisation de la dépense. Et j'ajoute, j'y reviens une nouvelle fois, que en l'absence de loi de programmation de finances publiques, on n'a pas de boussole qui permet de savoir précisément où on va. Enfin, comme je le disais plus tôt, la hausse des taux d'intérêt commencera en 2023 à produire ses effets sur la charge de la dette, alors que les effets de l'inflation se poursuivront. Et donc là, il y a quand même un risque aussi sur les prévisions de loi de finances futures. Un mot, et j'en termine, sur la certification du budget général de l'État pour 2022, avant de répondre à vos questions. En premier lieu, je souhaite souligner, pour le regretter, que pour la première fois depuis que la Cour certifie les comptes de l'État, les comptes de l'exercice précédent, c'est-à-dire 2021, n'ont pas été approuvés par le Parlement avant la présentation des comptes de l'exercice sous revue, même si l'administration a trouvé une solution comptable pour présenter le résultat 2021 qui n'a pas pu être affecté à ce jour. Ce n'est pas une bonne pratique, ni pour vous, ni pour nous. En deuxième lieu, la Cour a constaté un certain progrès dans la qualité des comptes, puisqu'elle ne relève plus désormais que 4 anomalies significatives contre 5 pour 2021. Ça mérite d'être souligné. La levée de ces anomalies, qui portent sur des points de principe, ne nécessiterait pas d'importants travaux préparatoires. Et il me semble que la présentation de comptes de l'État sans anomalies significatives est aujourd'hui à la portée de l'administration. Ce serait une grande nouveauté par rapport à la situation prévalente depuis 2006, date de la première présentation d'un compte général de l'État. Je nous encourage collectivement à aller dans ce sens. Pour autant, le nombre d'insuffisances d'éléments probants a augmenté cette année, 13 contre 10 en 2021. Ces observations correspondent à des situations dans lesquelles la Cour n'est pas en mesure de se prononcer au vu de l'information apportée par l'administration. Il s'agit par exemple du montant des engagements de retraite des fonctionnaires, des charges relatives au bouclier tarifaire déployé en 2022 ou de la valeur du patrimoine immobilier de l'État. En troisième lieu, les comptes de l'État, qui, je le rappelle, appliquent pour l'essentiel les principes de la comptabilité d'entreprise, apportent des enseignements complémentaires intéressants par rapport à la comptabilité budgétaire, du fait qu'ils sont basés sur les droits et obligations de l'État et non seulement sur des flux de trésorerie. Ainsi, alors que le déficit de l'État s'est amélioré de 19 milliards d'euros en comptabilité budgétaire, il s'est dégradé, au contraire, de 19 milliards d'euros en comptabilité générale, pour atteindre moins 160 milliards d'euros. À propos des charges, je voudrais souligner que les charges de fonctionnement de l'État sont en forte hausse en 2021-22, 9,1%, alors que les charges d'intervention sont restées stables, ce qui en soit une information intéressante et fait écho à ce que je disais sur l'augmentation non maîtrisée des dépenses ordinaires que j'évoquais à l'instant à propos du budget. Quant au bilan de l'État, ça ne vous surprendra pas, il fait ressortir au 31 décembre 2022 une insuffisance d'actifs
de 1 758 milliards d'euros, les dettes de l'État étant supérieures à ses actifs, et un endettement financier net de 2 519 milliards d'euros contre 2 368 milliards un an plus tôt, soit plus 151 milliards d'euros. Enfin, dernier élément essentiel, les engagements hors bilan sont supérieurs à 4 000 milliards d'euros au 31 décembre 2022, dont 1 613 au titre des engagements de retraite. Je vous encourage, je vous encourage à lire les annexes du compte général de l'État, qui sont riches et documentés, qui apportent des éléments d'information essentiels pour la compréhension de la situation financière de l'État. Et comme l'an passé, ça fera l'objet d'une note de synthèse spécifique, alors vous pouvez peut-être l'attendre d'ici à l'été. En conclusion, au terme de sa mission, la Cour certifie, je le dis solennellement, avec réserve, que le compte général de l'État est, au regard du recueil des normes comptables de l'État, parce que c'est là-dessus que nous nous basons, régulier et sincère, et donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'État à la clôture de l'exercice. Elle formule 17 observations, dont 4 anomalies significatives et 13 insuffisances d'éléments probants. Je peux reprendre mon souffle, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur tout ce qui a été dit, tout ce qui n'a pas pu être dit, pour tenir cette présentation dans un temps à peu près raisonnable, parce que ce sont des travaux très considérables. Et je crois qu'il faut leur rendre justice, et je remercie à nouveau les rapporteurs. Je ne sais pas combien de personnes travaillent là-dessus, avec les vérificateurs, les experts, probablement une centaine de personnes, plus toutes les notes d'exécution budgétaire. Travail donc méticuleux qui permet d'éclairer sur la gestion budgétaire de l'État et sur la situation de nos finances publiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation. On vous remercie également pour la qualité des travaux et vous priez de bien transmettre ces remerciements au nom de la Commission des finances à l'ensemble des personnes qui ont participé à ces travaux. J'ai bien saisi vos encouragements qui étaient globaux, si j'ose entendre vos propos, et votre message qui n'est pas nouveau, d'ailleurs, concernant la loi de programmation des finances publiques, puisque c'est vrai qu'à chaque fois que nous avons le plaisir de vous accueillir ici, c'est un message que vous véhiculez. Quelques points de réaction, puisque vous avez dénoncé, je dirais, cette tendance à la budgétisation d'enveloppes importantes qui sont sous-consommées en cours d'année et qui sont reportées sur l'exercice suivant et quelquefois d'ailleurs redéployées. Ce sont 25 milliards d'euros de crédits ouverts en 2022 qui finalement n'ont pas été consommés et 18,7 milliards de ces crédits qui sont ainsi reportés sur 2023. Alors c'est vrai que l'autorisation parlementaire, le contrôle parlementaire, il perd un petit peu son sens, vous l'avez d'ailleurs souligné. Et c'est une atteinte à deux grands principes de notre droit budgétaire. Ceci doit nous alerter, à la fois le principe d'annualité et le respect finalement de spécialité. Et c'est d'autant plus inquiétant que si en 2020 et 2021, cette tendance portait sur des crédits un petit peu particuliers, des missions plan d'urgence face à la crise sanitaire et plan de relance, pour 2022, ce sont des crédits ordinaires qui sont concernés par ce report, donc ça n'a pas tout à fait la même nature. J'ai bien saisi votre recommandation de n'ouvrir en loi de finances initiale que les crédits nécessaires, et je pense qu'il faudra que nous y soyons attentifs au niveau de la Commission des finances, et plus encore lorsque le gouvernement propose d'ouvrir des crédits supplémentaires. Quelques questions. Une première sur la baisse des effectifs que vous avez soulignée en 2022 à 5 765 équivalents temps plein, qui s'ajoute d'ailleurs à une baisse d'effectifs de 3 750 en 2021. Donc c'est vrai que cela fait un nombre relativement important, près de 9 000 équivalents temps plein sur deux années, qui ne relèvent finalement pas forcément d'un effort de rationalisation ou de productivité, mais de difficultés de recrutement qui existent sur certains ministères, notamment l'Éducation nationale et l'armée. Donc c'est une préoccupation en matière de qualité de services publics. Pensez-vous à ce stade que cette tendance se poursuive en 2023 et pour les années antérieures éventuellement? Comment y remédier? Une question également sur l'augmentation des dépenses fiscales en 2022 dont vous avez fait état, qui résulte de la niche fiscale relative au régime de taxation forfaitaire au tonnage des entreprises de transport maritime qui contribuent à hauteur de 3,4 milliards d'euros.
Et au regard des bénéfices des entreprises du secteur de transport maritime, cela montre qu'il y a un enjeu de révision des dépenses fiscales. Et je dirais plus largement, même si je crois connaître votre réponse, une revue d'ensemble des niches fiscales ne devrait-elle pas être une priorité, une réflexion dans le contexte ? Vous relevez également que la règle du plafonnement des dépenses fiscales qui avait été posée dans la précédente loi de programmation des finances publiques a été finalement inopérante pour un pilotage de ces dépenses. Pour autant, cela justifie-t-il de ne plus prévoir de nouvelles règles de plafonnement ? Ne pourrait-on pas plutôt envisager une règle plus efficiente et quelle pourrait être cette règle ? Je vais maintenant donner la parole au rapporteur général et ensuite nous vous donnerons de nouveau la parole, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup pour ce travail. Merci à vos équipes pour ce travail effectivement colossal. Merci pour cette certification des comptes, je vous cite, réguliers et sincères. Vous émettez beaucoup d'alertes, de réserves. J'y reviendrai évidemment, j'ai envie de dire, de la manière la plus objective possible et sans louange excessive. Peut-être quelques bonnes nouvelles quand même dans cette loi de règlement. D'abord, c'est la baisse du déficit, à la fois par rapport à l'année dernière, à 2021, et évidemment par rapport à ce qui était prévu à 4,7%, qui, d'une certaine manière, j'espère, valide nos choix en matière de soutien au tissu économique. Deuxième remarque, c'est que les dépenses exceptionnelles, quand même, entre 2021 et 2022, ont baissé de manière assez significative. Donc on est sorti du quoi qu'il en coûte. Ces dépenses pesaient à peu près 47-48 milliards en 2021 et sont plus aux alentours de 12 milliards en 2022. Donc voilà, on essaye de mieux cibler notre soutien. Remarquez aussi que les prestations sociales qui sont du domaine de l'État ont augmenté. Donc les APL, AH, la prime d'activité a augmenté de 9% en valeur l'année dernière, qui montre là aussi, qui illustre effectivement dans ces dépenses qui augmentent significativement que notre soutien aux populations les plus exposées. Et puis enfin, j'ai retenu aussi votre élément sur le fait que le transfert aux collectivités territoriales de recettes dynamiques n'était pas nécessairement le meilleur moyen, enfin n'incitait pas à une meilleure maîtrise de leurs dépenses. Maintenant, je partage les alertes que vous avez mises en avant et c'est plus des questions que je poserai, que nous poserons au gouvernement évidemment, reporte évidemment sur le niveau de report de crédit qui est beaucoup trop élevé. On peut comprendre en 2020 quand il y a eu effectivement cette rupture avec la crise Covid, mais que maintenant sur la troisième année successive, il faut adresser ce sujet, les crédits non consommés qui sont trop importants, l'engagement de l'État qui est à 215 milliards, vous l'avez soutenu, c'est là aussi colossal. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de comptes publics? Et je partage aussi votre impérieuse nécessité de passer au crible nos différentes dépenses fiscales. Je partage ce point avec notre présidente. Voilà, j'ai quelques questions. La première sur les 31 milliards qui sont un petit peu les dépenses, autres dépenses entre 2021 et 2022. Est-ce que comment vous expliquez, au-delà des dépenses de fourniture de fluides, de carburant, de loyer qui sont liées à la crise énergétique, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ces 31 milliards? Deuxième question sur le niveau d'investissement de l'État, qui n'est pas très important. Quelle est votre appréciation globale sur ce niveau d'investissement et en particulier, quel devrait être notre niveau d'investissement pour assurer la transition écologique de notre pays? Troisième question, le dynamique des recettes fiscales est marqué par une élasticité forte, 2,2% par rapport à l'évolution du PIB. Est-ce que, de votre point de vue, on peut continuer à ce rythme-là ou, alors vous l'avez un peu dit, on a vécu en 2022 une année absolument exceptionnelle. Enfin,
une question peut-être plus précise sur les dépenses réelles concernant les boucliers tarifaires qui sont de l'ordre de 1,4 milliard d'euros en 2022. On est évidemment surpris par le faible niveau de ce bouclier tarifaire. Il implique donc un report de charges sur 2023 probablement, enfin même certainement très important. Est-ce que c'est un sujet de manque de crédit? Est-ce que c'est un sujet de mise en place des circuits de paiement? Enfin, voilà, quelle est l'explication principale qui explique cette très faible consommation du bouclier tarifaire, des boucliers tarifaires en 2022? Je vous remercie. Merci. Voilà, nous vous laissons la parole, Monsieur le Président, pour ces premières réactions et premières réponses. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général. Sur la baisse des effectifs d'abord, je rappelle que la loi de finances initiale pour 2022 prévoyait 850 créations nettes de postes sur le budget général, en particulier dans les ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Armées. Et en lieu et place de ces 850 en plus, nous avons 765 en moins, avec une baisse qui se concentre sur le ministère de l'Éducation, moins 4424 ETP, de l'économie, moins 1624 ETP, et des armées, moins 1018 ETP. Alors, évidemment, c'est pas du tout. Il y a une discordance entre la réalisation et les prévisions qui manifestent. Ça ne veut pas dire pour autant que cette baisse est artificielle, mais elle manifeste sans doute des problèmes d'attractivité du secteur public et de la fonction publique qui sont massifs. Et je vais me concentrer sur la principale de ces baisses, c'est-à-dire l'éducation nationale, puisque concernant les effectifs enseignants, la Cour s'est intéressée de près à cette question. Elle a publié en février dernier un rapport intitulé « Devenir enseignant, la formation initiale et le recrutement des enseignants », qui montre que ce problème de recrutement est ancien, mais qu'il s'accentue, qu'il affecte surtout certaines disciplines et certaines zones géographiques tendues, comme les académies de Créteil et Versailles. Nous avons formulé des propositions précises pour améliorer la formation et le recrutement, mais oui, il y a bien un problème global d'attractivité qui ne se résume pas à la question de la rémunération et qui est quand même tout à fait préoccupant pour nos enfants et pour le devenir de notre système éducatif, qui donc exige une action précise et impérieuse. De manière générale, la diminution des effectifs de l'État résulte aussi d'une augmentation de nombre de départs imprévus qui doivent être compensés par des recrutements supplémentaires. Ce phénomène est très marqué pour les ministères de l'Éducation, de l'Intérieur, des Armées et de la Justice. Et il est difficile, vous m'interrogez là-dessus, Madame la Présidente, à ce stade d'effectuer des prévisions pour 2023 et pour les années futures. La LFI 2023 prévoit près de 9000 créations nettes d'emplois sur le budget général, donc comparé aux 850. Il y a quand même une très forte incertitude sur nos capacités à recruter. Dans le rapport sur le budget de l'État, nous faisons un constat sur ce thème. Et nous reviendrons certainement sur la question de l'attractivité de la fonction publique. Et alors là, je sors un petit peu du rôle qui est le mien aujourd'hui. Enfin, c'est quand même un sujet très très préoccupant parce que là aussi, on voit un hiatus entre les prévisions plutôt généreuses, les moyens qui sont suffisants, les besoins qui sont massifs et les réalisations qui montrent une difficulté tout à fait réelle. Sur les dépenses fiscales, la dépense fiscale relative au régime de taxation forfaitaire des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires a vu son coût très fortement augmenter en 2022, de 3,41 milliards d'euros pour s'établir à 3,80 milliards d'euros en 2022, après 395 milliards d'euros en 2021, 3,95 euros en 2021. La raison est la très forte croissance du chiffre d'affaires des entreprises du transport maritime, notamment du résultat comptable afférent aux activités de tonnage en 2021. En effet, le coût du dispositif représente les recettes fiscales d'impôt sur les sociétés qui auraient été perçues en l'absence de ce régime fiscal dérogatoire. Sur un plan plus général, il est clair que la revue des dépenses fiscales devrait en effet, selon nous, être intégrée à toute revue de dépenses. Et je rendrai public dans les semaines qui viennent la liste des notes que la Cour entend réaliser d'ici au mois de juillet, mais je vais déjà dévoiler un élément, c'est-à-dire que nous ferons une de ces notes sur les dépenses fiscales. Ça nous paraît un sujet tout à fait évident. Quand même, j'ai évoqué le très grand nombre de dépenses fiscales que nous avons, l'augmentation des dépenses à cet effet, le très faible nombre, 3 par rapport à 345 d'évaluation, alors qu'il y a un dispositif prévu qui est d'une toute autre ampleur. Si on veut traiter ce sujet-là, évidemment, il faut
changer de vitesse. C'est tout à fait évident. Sur la règle de plafonnement des dépenses fiscales qui avait été posée dans la précédente loi de programmation, dans le rapport, nous faisons le bilan des règles précédemment adoptées. La LPFP pour 2014-2019 prévoyait un plafonnement indicatif en montant du coût total des dépenses fiscales et des crédits d'impôt. Au cours des droits d'exercice couverts, il a été systématiquement dépassé, sans qu'aucune mesure correctrice n'ait été adoptée. La LPFP 2018-2022 rompait avec cette logique. Son article 20 fixait un plafond annuel, désormais exprimé en pourcentage des recettes fiscales du budget général, qui ne pouvait excéder 28% pour le 2018-19, 27% pour 2020, 26% pour 2021, 25% pour 2022. Ce plafond était quand même très élevé, vous le voyez, trop pour être contraignant. Et donc, c'est un dispositif qui, lui aussi, restait inopérant. Dans le projet actuel, ou passé, comme on voudra, de LPFP, il n'est prévu aucun plafonnement, ni en taux, ni en montant, ce qui est d'autant plus dommageable qu'un dispositif de plafonnement existe, quant à lui, pour les niches fiscales dans les lois de financement de la sécurité sociale. Et donc, la Cour recommande de réintroduire dans le projet de LPFP, qui, je l'espère, sera finalement adopté par le Parlement, un plafonnement des dépenses fiscales sur des modalités qui le rendent réellement contraignant. Pour ce qui est des 31 milliards d'euros, je passe aux questions. Je n'ai pas de spécificité sur effectivement ce qu'on appelle les dépenses ordinaires de l'État. Sur le niveau d'investissement, je ne peux pas non plus vous donner de chiffres, mais il est très considérable. Ça, j'ai coutume de le dire. Nous sommes en face d'une montagne d'investissements. Elle peut aller de l'éducation à l'énergie, le nucléaire, la transition écologique, la transition numérique, la recherche, l'innovation. Et en face de ça, il y a ce mur de dette. Et forcément, il faut organiser une forme d'effet de vase communicant, parce que je ne vois pas bien comment on peut financer des investissements avec une dette qui ne diminue pas. Et paradoxalement, un désendettement maîtrisé est une condition pour investir plus. Moi, c'est une expérience que j'ai faite depuis très longtemps, y compris quand j'ai eu l'occasion ou l'honneur d'être ministre des Finances il y a une dizaine d'années. Quand le service de la dette atteint des niveaux insupportables, la capacité du gestionnaire public est très limitée. Et à l'époque, je m'en souviens, je m'étais plaint moi-même de hausse d'impôts. J'avais évoqué des termes comme celui de rabot fiscal, parce que si vous avez besoin d'une action publique et que vous avez un service de la dette très élevé, vous avez le seul recours, c'est la fiscalité. Il n'est pas sain non plus. Et donc, il faut quand même réfléchir à cette question de la qualité de la dépense. C'est incontournable. Je veux dire, il y a des familles politiques ici, chacun a sa façon d'envisager la chose, mais quand même, je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Sur le dynamisme des ressources fiscales, monsieur le rapporteur général, je me garderai en réalité de faire des prévisions, parce que je sais que le Haut Conseil des finances publiques avait estimé que 1,5% d'élasticité, c'était excessif dans nos premiers avis. N'est-ce pas, monsieur le secrétaire général? Nous sommes trompés là-dessus, très clairement, à 2,2. Tout laisse à penser que ça ne peut pas se maintenir à ce niveau-là. Tout laisse à penser que l'année 2022 est une année extraordinaire. Une fois qu'on a dit ça, ça ne signifie pas que nous n'aurons pas à nouveau de bonnes surprises sur les recettes fiscales, parce qu'il y a des mécanismes inhérents à l'économie française qui font que les recettes fiscales, notamment d'impôt sur les sociétés, de TVA, ont été dynamiques, et qu'elles le sont tant que la consommation et l'activité sont fortes. Donc voilà, je vais être très prudent là-dessus. Je peux anticiper que ce sera moins. Je ne veux pas donner là de signaux alarmants ou alarmistes. Là-dessus, nous nous sommes trompés. Et tout le monde s'est trompé, en vérité. Personne ne voyait venir cela. Ce qui explique d'autant la réduction du déficit que vous évoquez, que je salue moi aussi, bien sûr, mais dont chacun conviendra qu'elle reste encore trop faible, parce que nous gardons des niveaux de déficit qui sont plus élevés que ceux de la moyenne de la zone euro, nettement, et qui décroissent moins vite que ceux de nos partenaires, faute d'action sur la maîtrise de la dépense, en vérité. Et donc, ce n'est pas substituable. On ne peut pas uniquement compter sur le dynamisme de la recette pour faire baisser les déficits, d'autant que le dynamisme des recettes est beaucoup plus important que ça, et donc on aurait pu avoir une baisse plus importante du déficit. Pour ce qui est du coût des dispositifs de soutien, là-dessus,
Dans un contexte de forte hausse des prix des produits énergétiques, le gouvernement a fait le choix de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, les entreprises, dont les coûts de production ont fortement augmenté, pour un coût budgétaire de 11,1 milliards d'euros en 2022. Le coût de ces dispositifs est en effet nettement plus élevé en comptabilité en droit constaté, comptabilité générale et comptabilité nationale. Les deux boucliers tarifaires ont un coût pour 2022 de 18,5 milliards d'euros en comptabilité générale pour 1,3 milliard d'euros en comptabilité budgétaire. Et la différence tient à la comptabilisation des provisions pour charges ou pour risques qui ont un effet en 2022 en comptabilité générale, alors qu'ils se traduiront par des décaissements éventuels plus tard. En comptabilité budgétaire, c'est donc un hiatus essentiellement technique qui se trouve ici, mais qui a cet effet. Donc, non, il y a bien eu 18,5 milliards d'euros de dépenses, pas 1,1. Ça, c'est un effet comptable. Mais encore une fois, l'acte de certification repose uniquement sur des principes de conformité comptable. C'est pas le rapport le plus... Il n'y a pas d'évaluation politique dedans, d'aucune sorte. Et c'est la raison pour laquelle je renouvelle ici mon appel à ce qu'on puisse l'adopter sans réserve, parce que je crois que c'est parfaitement faisable, en réalité. On sait ce qu'il faut faire. Il y a des progrès qui sont faits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons passer aux questions, aux interventions des orateurs des groupes. Donc, je donne la parole à Mathieu Lefèvre pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président pour ce travail exhaustif dans un cadre qui est en effet daté, qui est celui de l'ancienne loi de programmation des finances publiques. Donc, comme l'a dit le rapporteur général, on a néanmoins plusieurs motifs de satisfaction dans ce panorama global, puisque le déficit budgétaire diminue, le déficit public diminue et le solde structurel s'améliore de plus d'un point. Vous avez évoqué les éléments qui expliquent la dynamique de la défense, les éléments conjoncturels, et notamment en droit constaté la question des carburants qui pèsent à hauteur de 8 milliards d'euros sur les 12 que vous avez évoqués. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est à combien évaluez-vous les recettes qui sont liées au mécanisme de CSPE en 2022 et corrélativement, à combien évaluez-vous les recettes liées à la contribution sur les rentes inframarginales qui a été mise en place en fin d'année? Sur l'indexation de la charge de la dette, le chiffre que vous donnez est en effet inquiétant, 12 milliards d'euros qui est du seul fait de l'inflation. Mais je m'interroge, est-ce qu'on a une politique d'indexation de charge de la dette qui est singulièrement différente de celle de nos voisins européens? J'ai cru comprendre que le patron de l'AFT nous avait dit que c'est à peu près 10% d'indexation dans l'Union européenne. Et dans votre rapport, vous appelez à revoir les conditions et les limites de l'indexation de la charge de la dette. C'est-à-dire que vous souhaiteriez que nous diminuions la part de dette qui est indexée. Deux questions également sur le budget vert. Vous appelez à élargir l'impact du rapport environnemental sur le budget de l'État. Je pense que toutes et tous ici y souscrivons. Mais comment peut-on y procéder dès l'instant où certaines dépenses sont à la fois neutres sur certains axes environnementaux et défavorables sur d'autres et positifs sur d'autres? C'est une cotation qui, par définition, n'est pas binaire. Donc comment peut-on essayer d'élargir ce champ? Et deuxièmement, si vous pouviez expliciter ce que vous dites en matière d'exécution des crédits concernant toujours le budget vert. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Kevin Mauvieux pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président également pour votre rapport complet. Pour répondre rapidement et rebondir sur l'intervention de Monsieur Lefèvre, dans le rapport sur les engagements financiers de l'État dont je suis responsable, on a fait un focus à l'automne sur les OATI. Effectivement, on est entre 10 et 12% d'OATI en France dans la charge de la dette, enfin dans la dette. Et en Europe, en dehors de l'Italie, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, mais l'Angleterre également et l'Italie, sinon les autres pays n'ont pas forcément recours à ces OATI qui ont été mises en place chez nous depuis 1998. Je serais moins ravi de ce rapport que Monsieur Lefèvre également, qui est content de certains éléments. Rappelons quand même que le mécanisme européen de correction n'est pas enclenché
parce qu'on a un article 3 qui est utilisé avec des circonstances exceptionnelles. D'ailleurs, j'aurais une question à ce niveau-là. Est-ce qu'on sait exactement, parce que je n'ai pas très bien compris, est-ce qu'on sait exactement, vous avez parlé du 1er janvier 2024 pour la fin de ce mécanisme de circonstances exceptionnelles, est-ce qu'on sait si pour le budget en cours de cette année, il prévalera aussi, ou est-ce qu'on peut s'inquiéter parce qu'on aura certaines problématiques qui se retrouveront sur ce budget, qui étaient déjà présentes sur le budget précédent? Plus précisément, donc moi je vais parler de la dette principalement en tant que rapporteur sur les engagements financiers de l'État. La charge de la dette s'est établie, vous l'avez dit, à 50,7 milliards d'euros en 2022, un niveau très supérieur par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. La progression de la charge de la dette est de presque 13 milliards d'euros, donc plus 37%, vous l'avez dit, 35% pardon, en une seule année. Et ce rebond exceptionnel met fin d'ailleurs à une période d'une dizaine d'années où on avait une baisse tendancielle de cette charge de la dette. La situation actuelle nous oblige à faire des choix, à réfléchir. Vous avez mis vous-même sur la table le fait que dans le contexte de reprise de l'inflation, pour vous citer, d'actualiser rapidement les conditions et limites des émissions de titres indexés. Alors du coup, la question, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous entendez derrière cette phrase qui est assez vague? Même question qu'au final, Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'on doit diminuer ce quota d'OATI? Voilà. Quel est votre avis vraiment plus précis sur cette question des OATI? Merci. Monsieur David Guiraud pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Les chiffres que vous donnez à voir sont impressionnants. Les recettes fiscales en 2022, 323 milliards d'euros. Jamais autant de recettes fiscales n'ont été engrangées par l'État. Et vous nous avez dit d'ailleurs d'où ça venait. Impôt sur les sociétés, TVA. TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Et on est en mesure de se demander, mais où va cet argent? Puisque l'INSEE nous dit qu'entre janvier 2021 et juin 2022, les ménages français ont perdu en moyenne 720 €. Alors, où va cet argent? Eh bien, on est en train de voir que ce qui est en train de se passer parmi ces recettes fiscales énormes, consenties par les Français, notamment classe moyenne et populaire, ils sont réaffectés à la Sécu sociale. Le Sénat nous dit 50 milliards d'euros à peu près en 2022, peut-être que vous me confirmerez ce chiffre. Une autre partie de la TVA aux collectivités territoriales, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, cet argent ne va plus dans les politiques de redistribution. Parce que quand ça va à l'État, c'est la politique de redistribution. Et on se retrouve avec un État qui mène des politiques de relance, mais uniquement, ou en tout cas de plus en plus, avec l'argent des plus modestes ou avec de la dette. Et au-delà de la question sociale, parce que bon, je ne vais pas vous convertir à l'idée que pour moi, c'est une grande tare, c'est le capitalisme, et les capitalistes sont en train de s'emparer des budgets des collectivités sociales et de la Sécu. Mais il y a une question démocratique. Est-ce que vous, en tant que président, vous tolérez que 3 budgets qui sont à l'origine séparés, collectivités territoriales, sécurité sociale, État, ces 3 budgets qui doivent être à l'origine séparés, sont de moins en moins séparés? Pourquoi? Parce que l'État, parce que le pouvoir politique a décidé d'éteindre les mécanismes de redistribution au sein des budgets des collectivités territoriales, par exemple avec la suppression des impôts de production, au sein de la Sécu sociale, par exemple avec le CICE et des exonérations massives de cotisations. Donc, est-ce que même démocratiquement, c'est envisageable de faire ce qu'on est en train de faire dans ce pays, c'est-à-dire de faire baisser artificiellement les budgets de la Sécu et des collectivités, pour ensuite faire abonder par l'État, qui justifiera après plus tard que, vu qu'il veut de moins en moins payer, il faut faire la réforme des retraites? Merci beaucoup. Au nom des Républicains, je vais revenir sur deux points. Un premier de réaction par rapport à des propos que j'ai pu entendre à travers mes collègues, en se satisfaisant finalement de ce budget de 2022, de ce compte 2022 sur l'amélioration du solde structurel. Je pense que la difficulté, en tout cas, ou la raison, en tout cas, pour laquelle on ne peut pas se réjouir de l'évolution de ce solde structurel, c'est qu'il provient uniquement de la hausse des prélèvements obligatoires, qui a nettement d'ailleurs excédé celle
de l'activité, alors que l'effort en dépenses a été très limité, puisque nous avons des dépenses hors dépenses d'urgence sanitaire et relance qui ont augmenté de 66,3 milliards en 2022, qui s'ajoutent par ailleurs à des augmentations de dépenses hors dépenses d'urgence sanitaire et relance qui étaient 37,1 milliards en 2021 et 53,6 milliards en 2020. Donc je ne pense pas qu'on puisse se réjouir de la situation budgétaire. J'ai une question, Monsieur le Président. Vous avez réagi sur les lois de programmation sectorielle qui, je dirais, effectivement présentent tout leur sens, qui ont l'avantage d'avoir des objectifs, d'organiser au-delà du court terme à moyen terme des déploiements, mais qui présentent effectivement cette difficulté de limiter ensuite les moyens d'action sur l'ensemble des dépenses, ou en tout cas de se retrouver avec des dépenses pilotables sur lesquelles on a beaucoup moins d'action, beaucoup moins d'emprise. Donc, à un moment donné, effectivement, on a une difficulté. Donc, quelle pourrait être la piste, sinon celle de définir de manière plus précise à chaque loi de programmation sectorielle les diminutions de dépenses qui sont envisagées ou les augmentations de recettes pour financer ces crédits qui sont déployés dans les lois de programmation sectorielle. Est-ce que cela peut être une idée ou est-ce que ça n'est pas possible compte tenu, je dirais, de la liberté qui existe et qui est laissée aux parlementaires à chaque loi de finances, à chaque loi de finances annuelle? Voilà, en tout cas, au niveau de ma question. Concernant le MoDem, je crois qu'il n'y a personne. Concernant les socialistes, Christine Pérez-Beaune, Christian Baptiste, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai écouté avec attention la teneur des débats de ce jour et surtout j'ai bien pris connaissance des avis et rapports qui nous ont été communiqués en prévision de l'audition de Monsieur Moscovici, qui a l'honneur et la responsabilité d'occuper les éminentes fonctions de premier président de la Cour des comptes et aussi président du Haut Conseil des finances publiques, dont je tiens à saluer et remercier sa présence, afin d'élaborer un point d'analyse qui aura particulièrement retenu mon attention dans le cadre de l'avis rendu par le Haut Conseil des finances publiques et pour lequel, je l'avoue, il me plairait d'avoir davantage de précisions, notamment sur les orientations de politique de finances publiques qu'il conviendrait de retenir si tant est nous serions réellement animés par une volonté de résorber le déficit structurel et la dette publique que connaît aujourd'hui la France. En effet, lecture faite de l'avis rendu, il apparaît qu'à plusieurs reprises, le HCFP fait état du niveau élevé du déficit structurel et de la dette publique de la France, témoignant ainsi d'un fait notoire, à savoir des finances publiques dégradées de celles-ci. Si, durant ces dernières années, nous parlementaires avons malheureusement été habitués à cet état de fait, l'attention de mes collègues du groupe du Parti socialiste auquel je suis apparenté a particulièrement été retenue s'agissant d'une inflexion peu habituelle dans son discours. En effet, selon l'avis rendu par le Haut Conseil des finances publiques, nous comprenons que pour réduire le déficit structurel et donc l'exposition de la France à un risque de soutenabilité de sa dette et au regard des nécessaires dépenses en faveur de la transition énergétique et des investissements pour renforcer la croissance, mais aussi des dépenses déjà prévues dans les lois de programmation sectorielle votées ou déposées, qu'il serait nécessaire de réexaminer les baisses de prélèvements obligatoires programmées par le gouvernement actuel. Ma question est donc la suivante. Réexaminer les baisses des prélèvements obligatoires programmés par le gouvernement, oui. Mais dans quelle mesure cela serait-il conciliable avec la politique de redynamisation économique actuellement portée par le gouvernement? Merci. Pour le groupe Horizon, François Jolivet. Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, comme vous, le groupe Horizon Apparenté regrette que notre pays n'ait pas loi de programmation des finances publiques, parce que ça signifie que cela limite notre rôle de contrôle parlementaire, la majorité pouvant juger le gouvernement en disant, et on se pose la question en constatant si la loi de programmation est respectée, et l'opposition se privant de dire que les prévisions ne sont pas respectées. Et donc cela limite notre rôle de parlementaire. Deux séries de questions, Monsieur le Premier Président. La première question concerne notre dette indexée sur l'inflation. Vous nous indiquez le poids de cette dette qui est générée par celle-ci, mais pour autant, enfin des intérêts d'emprunt, mais pourriez-vous nous dire quel est le pourcentage de notre dette en dette indexée sur l'inflation? Et ensuite, avez-vous fait des trajectoires, parce que je connais la pétence de la Cour des comptes sur la capacité à prévoir ou à anticiper. À dette constante, avez-vous fait une estimation avec la montée de l'inflation que nous connaissons aujourd'hui des intérêts futurs de l'exercice 2023, si l'État n'empruntait pas en 2023? Et puis ensuite, un sujet qui a une appétence particulière me concernant la certification des comptes. Vous indiquez qu'il existe quatre anomalies et que l'État peut progresser sur le sujet. Moi, je voulais vous interroger sur la perception que vous avez de l'État concernant la valeur de son patrimoine immobilier. Vous indiquez que 41,1 milliards d'euros sont estimés, donc sont inscrits à l'actif pour des biens d'habitation et de bureaux, enfin des ensembles immobiliers d'habitation et de bureaux. Sur quelle base? Puisque l'État n'amortit pas et ne suit pas la dépréciation de la valeur d'actifs de ces biens. Et ensuite, vous ajoutez que pour 12,7 milliards d'euros sont inscrits des ensembles immobiliers qui ne sont pas exclusivement destinés à des usages de missions de service public, ce qui me permet d'ailleurs de dire, entre parenthèses, quelle entreprise pourrait avoir 30% d'actifs immobilisés pour rien? C'est pour la politique immobilière de l'État que je dis ça. Et je voudrais savoir sur quelle base vous avez pu certifier ça de manière positive, parce qu'en fait, l'État n'amortit pas ses biens, l'État n'en suit pas la valeur, et je voudrais savoir comment on peut donner bon droit à ces types d'inscriptions, et y a-t-il peut-être là une cinquième anomalie? Je vous remercie. Merci. Eva Sas, pour les écologistes. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier Président pour votre présentation. J'aurais 3 questions. D'abord, je vais prolonger la question de Véronique Louvageau sur la dépense fiscale liée au régime forfaitaire du tonnage des entreprises de transport maritime. Vous avez donné le chiffre de 3,8 milliards d'euros de dépenses fiscales, je crois. Pouvez-vous préciser quelle est l'origine de cette niche fiscale et recommandez-vous de la supprimer compte tenu des bénéfices records que font les entreprises de transport maritime? Deuxième question. Vous évoquez la future loi de programmation sur l'énergie et le climat et le besoin d'investissements supplémentaires qui y seraient liés sur la période 2024-2028. La Cour a-t-elle des recommandations pour financer ces investissements verts, notamment en termes de baisse des dépenses identifiées comme contraires aux objectifs climatiques, dont vous soulignez dans le rapport l'importance? Troisième question, vous avez évoqué les limites du budget vert et je rejoins vos critiques sur ce point, notamment sur le fait que seuls 10% des dépenses sont cotées. Je voudrais savoir si vous avez procédé à une évaluation de l'impact climatique du budget de l'État et envisagez-vous de le faire pour le PLF 2024, la Cour des comptes ayant les compétences pour une telle évaluation? Je vous remercie. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Karine Lebon. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Premier Président pour votre présentation. Vous l'avez rappelé, votre avis recommande par exemple de faire des efforts conséquents en matière de dépenses publiques. Nous constatons que l'exécutif a décidé de faire des efforts, oui, mais malheureusement au détriment de nos concitoyens, économies sur les aides sociales, sur l'assurance chômage, sur les retraites, rationalisation des administrations. Le choix d'une politique purement libérale semble être parfaitement assumé. Concernant le contrôle de l'évolution des dépenses publiques, une solution est parfois évoquée, celle de la diminution des budgets sous-exécutés. En tant que rapporteur spécial de la mission Outre-mer en projet de loi de finances, je constate qu'il y a chaque année des crédits non consommés. J'aimerais toutefois attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas que les collectivités ultramarines qui en bénéficient n'en ont pas besoin, mais plutôt qu'elles manquent d'accompagnement et d'aide à l'ingénierie dans la réalisation de leurs projets.
Ainsi, plutôt que de diminuer le budget de cette mission, il serait plus opportun de réarticuler les dispositifs pour faire en sorte que l'enveloppe soit effectivement connue et consommée. Votre avis précise aussi que l'amélioration du solde structurel d'un point de PIB entre 2021 et 2022 résulte essentiellement de la hausse des prélèvements obligatoires. En 2022, le rendement de l'impôt sur les sociétés a connu une amélioration de 3 milliards d'euros par rapport à ce qui était anticipé. Plutôt que d'effectuer des économies, ne serait-il pas plus intéressant de privilégier une optimisation de ces prélèvements obligatoires? Étant donné les bénéfices records de certaines entreprises, ne serait-il pas plus judicieux de creuser l'idée d'une meilleure taxation de ces dernières? Quel a été le manque à gagner engendré par la politique de l'offre à tout va? Je vous remercie. Merci. Je vous propose de prendre également les interventions des autres orateurs à la suite. Donc, Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, pour atténuer les effets de la flambée des prix de l'énergie, en grande partie due au choix politique catastrophique du gouvernement, qui a longtemps délaissé le parc nucléaire et qui refuse toujours de sortir du marché européen de l'électricité comme l'ont fait nos partenaires espagnols et portugais, ce gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire extrêmement coûteux pour le contribuable français. Vous relevez dans votre avis qu'en exécution budgétaire, le coût du bouclier tarifaire a été de 1,4 milliard d'euros en 2022. La Commission des finances du Sénat avait estimé le coût pour 2022 des mesures de soutien énergétique à 48,6 milliards d'euros lors des débats budgétaires sur le PLF. Ma première question vise donc à vous demander une explication sur cet écart particulièrement surprenant dans son ampleur. Ma deuxième question concerne l'entorse au principe de spécialité que vous relevez pour ce bouclier tarifaire. Nous sommes d'autant plus d'accord que nous avions interpellé cette commission sur ce point et nous avions également interpellé sur ce sujet lors du projet de loi de finances. Le PLF a budgété 45 milliards d'euros pour le bouclier tarifaire en 2023. Est-ce que, compte tenu de l'écart élevé que vous constatez, 25 milliards d'euros, entre les droits constatés et les décaissements intervenus en 2022 au titre du bouclier tarifaire, ce montant de 45 milliards d'euros budgété en 2023 vous paraît crédible? Enfin, dernière question. Compte tenu du coût et de l'absence de visibilité des parlementaires sur celui-ci, la Cour des comptes compte-t-elle se pencher spécifiquement sur la question du bouclier tarifaire lors d'un futur rapport? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Christine Pires-Beaune pour les socialistes. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Une question rapide. Peut-être un constat d'abord sur les effectifs de l'État. Alors qu'on prévoyait une augmentation, la LFI prévoyait une augmentation de 850 créations de postes. En fait, on a 5765 ETP en moins, donc un solde net, si j'ose dire, de 6000 postes. Certains vont s'en réjouir. Moi, je m'en préoccupe plutôt parce qu'on a vraiment un signe de baisse d'attractivité des métiers de la fonction publique, parce que je pense que tous les domaines sont touchés. Ma question, elle porte sur votre avis où vous indiquez que pour réduire le déficit structurel et notamment faire face aussi aux dépenses nécessaires, notamment pour la transition énergétique et les investissements nécessaires pour renforcer la croissance, vous indiquez qu'il est nécessaire de réexaminer les baisses de prélèvements programmées. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, quel prélèvement, à votre avis, il faudrait réexaminer? Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Jocelyn Dessigny, Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Les recettes liées à la TVA ont fortement augmenté, on l'a dit tout à l'heure, en exécution budgétaire de 2022 de 9,4% pour la part revenant à l'État. Je peux comprendre l'enthousiasme que vous procure cette hausse des recettes. C'est logique à la vue de vos fonctions, mais cette hausse des recettes interroge. Comme vous le savez et comme vous l'avez expliqué, cette hausse des recettes de TVA est liée à l'inflation. Plus les consommateurs paient, plus l'État gagne en recettes fiscales. C'est une logique à laquelle on ne peut pas souscrire s'agissant des produits de première nécessité. Cela fait des mois maintenant que Marine Le Pen et notre groupe Rassemblement national nous demandons la mise en place d'une liste de 100 produits de première nécessité, denrées alimentaires et hygiène féminine, qui verraient leur taux de TVA passer de 5,5 à 0%, tant que l'inflation est supérieure à 1 point de la croissance. Alors même que les textes de l'Union européenne ne permettent pas un taux de TVA inférieur à 5%, l'Italie l'a baissé à 4% et l'Espagne à 0%. Alors, Monsieur le Président, je vous le demande, pourquoi continuez-vous de critiquer cette mesure
de bon sens, de protection nécessaire aux Français les plus fragiles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres orateurs. Donc, Monsieur le Président, je vous donne la parole pour l'ensemble des questions, des nombreuses questions qui ont été posées. Bien, alors je vais essayer de répondre à peu près à l'ensemble des questions, celles en tout cas auxquelles j'ai réponse sur la contribution au service public de l'énergie, la subvention aux énergies renouvelables. Les recettes en comptabilité nationale sont évaluées à 44,3 milliards d'euros. Pour ce qui est il y a une rente inframarginale qui est nouvelle et on a une estimation à 12,3 milliards d'euros pour 2023. Pour ce qui est du budget vert, la Cour fera des propositions pour élargir la part des dépenses cotées, comme d'analyser les subventions versées aux opérateurs de l'État, ou encore de réintégrer certaines dépenses actuellement exclues du périmètre, par exemple les aides qui sont liées au tarif de l'essence. Mais il faut être conscient qu'à mon sens, la méthode de cotation rencontrera toujours certaines limites. Et je pense que si on veut vraiment progresser là-dedans, et encore une fois, c'est un bon progrès, il faudra envisager des moyens complémentaires pour suivre l'impact environnemental du budget de l'État. Et je le redis, la Cour fera sur ce sujet des propositions. Pour ce qui est de la TVA, qui était un sujet qui était évoqué par plusieurs, d'abord quelques chiffres. La TVA affectée à la sécurité sociale, c'était 6% de la TVA totale en 2010, c'est 28% en 2022. C'est donc à peu près 57 milliards d'euros désormais. La TVA pour les collectivités, c'était 0 en 2010, 3% en 2018, 20% en 2022, 40,6 milliards d'euros. Et ça représente près de 50% des recettes des collectivités locales. Et donc le total de la TVA, c'est 202,5 milliards d'euros, 104,9 qui vont toujours au budget d'État, un peu plus de 50%, 40,6 au colloque et 57 à la sécurité sociale. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant vous sur le sujet de la TVA, dans une audition dont je me souviens, et je ne peux que redire ce qu'était l'analyse du Conseil des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que c'était essentiellement un impôt de rendement qui était peu efficace en termes de politique économique. Nous avons eu ces échanges abondamment, je maintiens cela, je n'ai pas à commenter les propositions faites par les uns ou par les autres, mais c'est en tout cas le sentiment que nous pouvons avoir. Toujours est-il qu'en effet, on constate que c'est un impôt qui est désormais un peu un couteau suisse, avec des qualités, c'est-à-dire que c'est un impôt dynamique qui offre des recettes stables, tant à la Sécu collectivité locale, et des défauts, c'est-à-dire une perte d'autonomie incontestablement pour l'une comme pour les autres. Et c'est sans doute à ça qu'il faudra réfléchir. J'avoue avoir été un peu moins, non pas réceptif, mais convaincu par les arguments qui ont été donnés, parce que si on constate les chiffres que je viens de vous répéter, 57 milliards pour la Sécu, 40,6 pour les collectivités locales, il est quand même très difficile de dire que ce ne sont pas des dépenses qui ont en partie une finalité sociale. Sauf à considérer que ni la sécurité sociale ni les collectivités locales n'ont une finalité sociale, ou une utilité sociale en tout cas. Et quand bien même on suivrait votre raisonnement, et on dirait donc, OK, il ne faut plus affecter la TVA à cela, mais où allez-vous trouver 100 milliards d'euros pour les collectivités locales et pour la sécurité sociale? Parce que là, on est un peu devant la politique du sapeur-camembert. Vous savez, on creuse un trou, on compte celui d'à côté. C'est une inventivité qui vous honore, mais ça ne me paraît pas très évident. C'est pour ça que je maintiens quand même ce que j'ai dit sur un impôt de rendement. En revanche, là où je vous suis, c'est sur le fait que le Conseil des prélèvements obligatoires a dit quand même il faut à un moment donné arrêter. C'est-à-dire que la TVA soit qu'à 50% affectée à l'État, que pratiquement la moitié des recettes des collectivités locales viennent de la TVA. C'est pas extrêmement sain, donc il faut quand même retrouver des principes d'affectation, de spécialité et des financements de compétences qui soient mieux ajustés, je le crois. Sur les OATI, ça représente entre 10 et 12%. Ça peut être nécessaire dans certains cas, ça peut être opportun dans certains cas. Observons qu'au moment où cette politique a été lancée, c'était une situation où l'inflation était systématiquement plus faible que la norme. Je me souviens des années que j'ai passé à la Commission européenne, où chaque année je venais annoncer que l'inflation cœur était
plus faible que 2% et qu'on ne réussissait absolument pas à y remonter. Donc ça a été un mécanisme assez vertueux aussi dans une période de taux d'intérêt bas, ce qui avait conduit la Cour des comptes à faire un rapport assez élogieux sur le financement de notre dette et le fonctionnement de l'agence France Trésor. Il demeure quand même que la dernière étude sur l'indexation date de 2006, que je crois qu'il en faudrait une nouvelle, et qu'évidemment, dans une période de reprise de l'inflation comme maintenant, cet effet se retourne et ça coûte plus cher à la France qu'à d'autres pays qui n'ont pas procédé à une telle indexation. Et ça évidemment, ça a un impact sur cette année, mais ça peut avoir un impact plus durable si, comme on peut le craindre, l'inflation elle-même ne venait pas à diminuer incontestablement. Et donc, ça imposerait un certain nombre de redéfinitions dans le cadre aussi du renouvellement du stock de dette. Mais on peut faire confiance à l'agence France Trésor pour se pencher sur la question. Et évidemment, ils n'ont aucun intérêt à avoir une gestion de la dette qui serait rigide et qui ne tiendrait pas compte de ces évolutions, bien sûr. Pour ce qui est de la clause dérogatoire et des clauses exceptionnelles, le 1er janvier 2024, ce sera la fin de la clause dérogatoire générale au niveau européen. Autrement dit, les règles ont été débranchées pendant toute la crise Covid, elles devront être rebranchées le 1er janvier 2024. Ça s'appliquera aux résultats de déficit 2023. La levée de la clause dérogatoire n'implique pas systématiquement la levée de la clause de circonstances exceptionnelles, mais notons quand même que ce qui fonde celle-ci disparaîtra pour l'essentiel, et donc qu'il y aurait une logique, une levée concomitante. C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'on prévoit quand même la façon dont on va lever la clause de circonstances exceptionnelles. J'ajoute, mais ça c'est une remarque plus personnelle que j'ai déjà été amené à faire un certain nombre de fois devant vous, qu'il vaudrait mieux qu'on rebranche de nouvelles règles plutôt que les anciennes. Parce que là, pour le coup, le choc serait quand même un petit peu brutal et l'impact contracyclique également fort. La lisibilité peu garantie et ça placerait quand même plus de la moitié des pays de la zone euro en situation de déficit exceptionnel, dont le nôtre. Il est quand même souhaitable qu'il y ait une réforme de ces règles qui prennent place avant. Je crois qu'il vaut mieux d'abord faire la réforme, puis rebrancher, que rebrancher sans réforme et espérer éventuellement une réforme ultérieure. Mais enfin, c'est une réflexion qui mais personnelle, mais qui a été reprise néanmoins par la Cour. Pour ce qui est du tonnage des entreprises de transport maritime, c'est une disposition qui a été créée il y a à peu près 20 ans. C'est assez général dans tous les pays de l'Union européenne et pour les pays qui ont des flottes maritimes. La Cour n'a pas fait une étude spécifique sur ce sujet, pas davantage qu'elle n'a fait une étude sur les investissements de transition écologique. Madame la Présidente, vous m'avez interrogé sur les lois de programmation sectorielle. Je pense qu'en réalité, il faut avoir une réflexion qui soit une réflexion de système sur ce sujet-là, car il y a plusieurs sujets qui seront évidemment évoqués à travers cela. Il y a d'abord la nécessité d'avoir une loi de programmation de finances publiques, je le redis, parce que c'est ce qui donne quand même le cadre d'ensemble. C'est-à-dire que si on continue à voter des lois sans cadre, on est dans le flottant complet, on vote d'abord les dépenses et on n'a aucun frein sur celle-ci. C'est tout de même assez problématique, je pense, en termes de gestion. Ensuite, pour ce qui est des lois de programmation, sans doute faut-il prévoir une évaluation à la base. Il faut prévoir aussi ce qui augmente et ce qui diminue. Elles ne sont pas forcément toutes des lois d'augmentation de la dépense forte. Et puis ça implique une revue de la dépense publique sur tout le reste. Donc je pense qu'en réalité, c'est pas sur les lois de programmation sectorielle seules qu'il faut réfléchir, mais sur l'ensemble du processus de maîtrise. Et c'est ça, précisément, ce qu'est l'objet d'une revue de dépenses publiques. Une revue de dépenses publiques, c'est pas un instrument budgétaire. C'est un instrument qui, comme son nom l'indique, porte d'abord sur la qualité de la dépense. Et de la qualité de la dépense et de la qualité de la politique publique peuvent découler des économies ou en tout cas des moindres dépenses. C'est la bonne façon de faire. Enfin, écoutez, prenons quelques chiffres et quelques perceptions d'évidence. 58% de la dépense publique dans le PIB. J'ai pas à commenter ce chiffre en soi. Mais est-ce qu'on a la sensation que pour autant il y a une perception de la qualité du service public en France qui soit parfaite? Si on se disait, ok, on dépense, mais notre éducation nationale, c'est vraiment le top, notre service de santé, c'est impeccable, le logement, c'est parfait, ce serait très bien, mais ce n'est pas le cas. C'est donc qu'il faut faire coller la qualité et la quantité. Ne pas partir d'une norme budgétaire, mais partir de la qualité pour déboucher sur
des réformes qui peuvent permettre à ces politiques d'être à la fois plus efficaces, plus justes et pas plus coûteuses en vérité. C'est comme ça qu'on réussira d'ailleurs à aussi faire rentrer ce volumineux édredon dans une valise qui n'est pas forcément aussi extensible. Pour ce qui est des prélèvements obligatoires, ça aussi c'est un... Alors je ne vous dévoile pas, parce que je ne le fais jamais, les débats internes au Conseil des finances publiques, qui, je le rappelle, est une organisation pluraliste, puisqu'il y a des membres qui sont de la Cour des comptes, dont moi-même, qui le préside, certains que je nomme, plus d'autres qui sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Commission de finances. Donc c'est pluraliste, et c'est pluraliste à tous égards. Si vous regardez sa composition d'aujourd'hui, elle est pluraliste aussi idéologiquement. Et donc on a des débats intéressants où on fait la synthèse. Je suis le président, je ne suis pas le dictateur du machin. Et même si je peux apporter une petite expertise parfois sur ces sujets, ils ont été de l'autre côté de la barrière. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que nous avons écrit ça sur les baisses programmées? Alors nous ne disons pas lesquelles, parce que ça, c'est pas notre rôle. Nous faisons une analyse macroéconomique, des prévisions. Donc après, c'est à vous de dire ce qu'il faut. Mais d'abord, il y a la question qui était posée de savoir si le réexamen des baisses de prélèvements obligatoires est compatible avec le besoin de redynamiser l'économie. D'abord, la dette publique exerce un effet d'éviction sur l'investissement. Donc la baisse de la dette est aussi un levier de redynamisation de l'économie. Et deuxièmement, à prélèvement obligatoire constant, il est possible d'avoir une structure de prélèvement obligatoire qui soit plus favorable à l'économie. Et je pense aux niches fiscales. C'est la raison pour laquelle nous allons procéder à une réflexion là-dessus. Mais ce qui a conduit à ce bout de phrase, c'est le fait que nous voyons bien la hausse du déficit structurel, nous voyons bien la hausse de l'endettement. Nous pensons que c'est un risque pour la soutenabilité à long terme. Et les voies, c'est vrai que c'est la première fois que le Haut Conseil l'évoque, je le reconnais, les voies sont d'une part la maîtrise de la dépense, et ça nous le redisons à nouveau, et d'autre part nous pensons que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de baisse de prélèvements obligatoires non compensés. C'est-à-dire que si vous avez une croissance faible, si vous avez une dépense qui augmente, si vous avez une dette élevée, eh bien les moyens pour réduire le déficit ne sont pas légion. Et c'est d'abord de muscler la croissance potentielle, mais ça suppose des investissements. Les investissements supposent un désendettement. C'est ensuite la maîtrise de la dépense. Et vous ne pouvez pas, dans ce contexte, ajouter une baisse de prélèvements obligatoires sèche. Donc vous pouvez décider qu'il y a des baisses de prélèvements obligatoires, en fonction de l'économie ou autre, mais vous devez l'ajuster, me semble-t-il, de manière assez précise, et faire en sorte que si vous baissez un prélèvement obligatoire, vous augmentez un autre impôt, ou bien vous baissez une dépense concomitante. Mais nous ne sommes plus dans une situation macroéconomique, me semble-t-il, où on peut se permettre de faire baisser les prélèvements obligatoires comme ça, parce que sinon ça creuse juste le déficit. Et ça n'est pas compensé par, nous semble-t-il, une augmentation des recettes liées à l'augmentation de l'activité de manière systématique. Enfin, pour ce qui est de la valeur du patrimoine immobilier, merci pour la question. Ces 41 milliards d'euros sont inscrits sur la base des bâtiments pour habitation et bureaux. C'est la valeur vénale en principe, mais la Cour des comptes, la Cour constate dans son observation 1, et je vous rejoins, que l'inventaire est douteux, 2, que les valorisations sont contestables. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de réserve, mais il y a comme une insuffisance d'éléments probants. Donc ça ne fait pas partie de la catégorie des 4, c'est pas la 5e, ça fait partie des 13. Donc c'est une remarque que nous avons faite nous-mêmes à partir d'éléments de réflexion qui rejoignent, monsieur le député, les vôtres. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, les réponses que je pouvais faire. D'autres, je ne les ai pas faites parce que elles me mèneraient à entrer trop dans un débat politique dont je ne peux plus, et je ne veux plus me mêler. Je rappelle que je préside aujourd'hui une institution qui est indépendante et impartiale, et je le suis aussi, et je mets un très grand soin à en rester là. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour votre disponibilité et l'ensemble des éléments fournis. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous nous retrouverons durant cette période de suspension des travaux pour auditionner les ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal le mercredi 26 avril à 15h.
suivie d'une audition du ministre Sébastien Lecornu le même jour à 17 h, et que cette commission des finances se tiendra à la fois en présentiel et également en visio, suite à la décision qui a été établie par le bureau de la commission. Voilà, très bien, merci beaucoup.